Mais voilà, c'est parti. Nous sommes lundi déjà, lundi 28 mars. Le mois de mars est pratiquement terminé. Encore 2 jours nous seront en avril pour les poissons d'avril. S'il y en a, enfin, je ne sais pas. On verra. En tout cas, on va commencer aujourd'hui par le proverbe du jour, parce qu'on ne doit pas l'oublier, parce que notre ami... oui, voilà. Alors, j'ai crevé par empêcher coq continuer gourmet. Face aux difficultés de la vie, il ne faut pas se laisser désarmer. Il faut savoir se dépasser. Toujours extrait de 365 proverbes de Didier Manette. Je répète en créole, j'ai crevé, pas empêcher qu'on continue goumer. Effectivement, même si j'ai crevé, il faut continuer goumer. Voilà. Alors aujourd'hui, on va dans un petit moment faire un petit tour à Saint-Martin avec Alan Richardson, leader du MP, puisque vous savez qu'à Saint-Martin, le vent a soufflé et donc Daniel Gibbs n'est plus président. Ça va être William Mussington et c'est l'un de ces, puisque les listes sont regroupées au second tour, c'est Alan Richardson qui sera avec nous tout à l'heure en direct de Saint-Martin. Ensuite, nous ferons un petit tour toujours à Saint-Martin avec Jean-Marc Roudouin-Marie. Il est chef d'antenne de Radio Saint-Martin. Il va nous expliquer un petit peu le contexte, comment ça s'est passé à Saint-Martin. Un peu plus tard, Vanessa Varin, qui est déjà là, elle est présidente de la CAMPEG, le Carrefour d'associations militantes de protection de la Guadeloupe. C'est bien ça, Vanessa? Alors bonjour à tous, oui effectivement, donc c'est presque ça. Donc CAMPEG signifie le Carrefour des associations et des militants pour la protection de l'environnement en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà, et qui organise des saveurs d'outre-mer, on en parlera. Un auteur sera avec nous, Raphaël Nicole. Il vient de sortir un ouvrage, Coup de foudre pour la Lune. Intéressant à lire. Et puis on va terminer comme chaque lundi avec Eda Misso, c'est-à-dire Jean-Luc Divial. Sinon, l'actualité, je vous le dis, c'est Saint-Martin. Vendre le changement à Saint-Martin, mais aussi à Saint-Barth, puisque Magra a été balayé. Et donc, ce sont 2 autres personnes qui seront donc à Saint-Martin. On va en parler tout à l'heure. Et aussi Marie-Françoise Bernier. Remise des prix du concours Major, Maquet Créole au Mac, Alexandre Dover était sur place, on va en parler. Andy Graff à Pointe-Noire avec Alessandro et l'anniversaire d'un centenaire de la ville du Mou, toujours Alexandro Dover. Et puis, si on a le temps, on fera un petit tour du côté du foot, puisque l'Amicale et l'Étoile se sont rencontrés devant la caméra d'Olivier Morandel et de Richard Etienne. Voilà le sommaire. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? On a M. Mussington ou Jean-Marc? M. Mussington, alors. Oui, allô? Oui, bonjour. On n'a pas de retour. Allô? Allô? Oui, alors est-ce que... oui, on a Alan Richardson? C'est Alan Richardson? Oui, Alan Richardson. Alors, merci Alan, welcome comme on dit chez vous à Saint-Martin. Alors, je disais tout à l'heure que le changement est en marche à Saint-Martin cette fois-ci. Mais écoutez, comme disait une chanson, je ne sais pas, je pense que ça doit être un chanteur nord-américain. A change is gonna come. A change is gonna come, oui, Sam Richardson, oui, bien sûr. On se souvient de ça. Oui, on se souvient de ça. Hier soir, en fait, ce changement tant attendu, oui. La population en a fait une réalité. Et j'en profite pour vraiment féliciter l'ensemble de la population, l'ensemble des électeurs qui se sont mobilisés. Oui. Parce que lorsqu'on observe au niveau international, au niveau national, une baisse un petit peu de l'intérêt que portent les électeurs et la population à la chose politique, oui. Nous avons quand même pu obtenir une mobilisation assez forte, plus de 52%, je crois, des électeurs se sont mobilisés. Déjà au premier tour, on avait dépassé le niveau atteint en 2017, et donc cela démontre un intérêt réel de la population et une volonté de changement. Et cette volonté, on l'avait déjà sentie au premier tour, oui. Où 75% des électeurs, 75% des voix exprimées, étaient contre l'équipe sortante, contre Daniel Gibbs. Oui. Et donc, je tiens encore à féliciter la population et les électeurs pour cette clairvoyance, mais surtout cette démonstration de la démocratie et la volonté exprimée de voir Saint-Martin revivre, de voir Saint-Martin reprendre la place
qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors, comment ça va s'organiser? Parce que vous avez été déjà président de la collectivité. Loulou, comme on l'appelle, Louis Mussington a été lui aussi un élu important à Saint-Martin. Il n'y aura pas de bagarre pour le pouvoir. Vous allez vous entendre, je suppose. Non, mais je peux vous garantir, je peux vous rassurer. Vous savez l'avantage que nous avions au niveau du RSM qui, oui. Suite à notre accord de partenariat avec la jeune équipe alternative, l'avantage que nous avons au niveau donc, du RSMA, oui. c'est que nous avions au sein de cette équipe deux anciens présidents, M. Franz Gantz et moi-même. Oui. Nous avons aussi d'autres élus qui ont assumé des fonctions. Nous avons Madame la sénatrice, Madame Annick Pétrus. Donc nous ne sommes pas dans une situation de guerre de chefs, mais vraiment la mise en commun des expériences, des compétences les meilleures que l'on trouve sur le territoire, de l'énergie oui. De cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui le pays a besoin de tout cela. Et donc Louis Mussington a été notre porte-drapeau, oui. et dimanche prochain, lors de la cérémonie de mise en forme de la nouvelle mandature, Louis Mussington sera élu le président, et notre équipe, de par sa diversité et sa compétence, sera totalement prête. Comme je l'ai dit, nous sommes comme des scouts, nous sommes prêts au service. Alors, Alan Michelson, quel va être l'axe prioritaire pour Saint-Martin avec, j'ai envie de dire, ce nouveau gouvernement, parce que pratiquement, vous allez prendre le pouvoir. Il y a eu beaucoup de reproches faits à Daniel Gibbs. Alors, pour vous, quel va être principalement le sujet que vous allez mettre sur la table dès les premiers mois de votre mandature? Déjà, par la victoire de dimanche, c'est déjà un signe fort en matière de message aussi, que Saint-Martin souhaite reconquérir sa crédibilité. Oui. Qu'au niveau de la gouvernance, la collégialité est une chose qui est très importante, et aussi au niveau de la transparence des décisions et de la chose politique. Ça, c'est déjà un premier aspect. Ensuite, les dossiers ne manquent pas, les urgences ne manquent pas, qu'il s'agisse pour nos personnes en situation de handicap, nos personnes âgées, qu'il s'agisse pour des familles qui, depuis le cyclone Irma, une grande partie, vivent toujours dans des conditions inacceptables, qu'il s'agisse du problème de la pauvreté grandissante sur notre territoire, oui. Mais aussi l'importance des infrastructures endommagées par le cyclone et une bonne partie démolie par Daniel Gibbs. Donc il y a effectivement beaucoup de pain sur la planche, mais nous avons comme mission de rétablir la confiance, de montrer à la population que le changement est là et que donc les choses vont avancer. Au oui. niveau de quelques mesures que je pourrais citer, oui. Il est parmi les priorités pour la population de revoir le niveau de la taxe sur l'électricité, puisque sur ces rappels, sur les consommations d'électricité, par exemple, la taxe qui est versée, il y a une partie qui revient à la collectivité, et donc nous allons donner un peu d'oxygène à la population en réduisant le niveau de la taxe perçue au profit de la collectivité sur l'électricité. Je ne peux pas vous donner un chiffre ou un niveau exact. Oui. En fonction de la situation financière, nous allons dégager les marges nécessaires pour qu'effectivement la population très très rapidement puisse voir que des décisions sont prises par une nouvelle équipe consciente des difficultés qu'elle traverse. Alors, un autre aspect important, oui. C'est de pouvoir venir en aide au monde associatif et aux chômeurs de notre territoire.
Oui, alors, Effectivement. Monsieur Richardson, il y a une question qui intéresse les Guadeloupéens parce qu'on a eu un peu le sentiment il y a quelque temps que les Guadeloupéens n'étaient pas très bien vus à Saint-Martin. Est-ce que, je ne dis pas qu'il y avait de la xénophobie, mais enfin, il y avait quand même un petit peu de rejet. Est-ce que... Les Guadeloupéens? Oui, à Saint-Martin, on sentait bien... Monsieur Zandoni, je pense que vous parlez de notre territoire, mais pas de Saint-Martin. D'accord. Je veux bien qu'on ça. Je n'ai jamais... Et pourtant, j'ai pas quitté l'île depuis que nous sommes en période de Covid. Oui. Et même avant, il n'a jamais eu sur Saint-Martin de problème ou de querelle entre les Guadeloupéens, les Saint-Martinois ou même nos frères et sœurs de la Caraïbe. Oui. Je sais que lors de cette élection, et c'est vraiment triste, que le président sortant et battu a joué sur la carte du racisme vis-à-vis notamment de la composante métropolitaine de l'électorat, Oui. et qui malheureusement est tombé un petit peu dans le panneau. Et donc, moi, je trouve ça vraiment d'une tristesse incroyable. Oui. Que l'on puisse, pour des raisons politiques ou parce que, effectivement, l'équipe s'est rendu compte que la population en avait assez, suite au changement, qu'il ait pu se raviser à un tel niveau pour faire croire que si l'équipe RSMA gagnait ces élections, que les métropolitains allaient tout perdre, devaient quitter l'île, etc. Et notre candidat tête de liste hier soir, après la proclamation des résultats, a été très clair et a eu le discours qu'il fallait, un discours pour que l'on comprenne que à Saint-Martin, il y a de nombreuses composantes, mais ce sont des composantes de la société saint-martinoise. D'accord. Et que tout un chacun a sa place. Alors, une dernière question, et on va vous quitter là-dessus. J'ai cru comprendre que la trésorerie de la communauté n'était pas pauvre, puisque, semble-t-il, il y aurait eu 60 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés et qui sont là, qui vont peut-être repartir ou qui sont peut-être déjà repartis. Est-ce que c'est une bonne information? Non, ce n'est pas une bonne information. Il faut savoir que grâce aux mesures qui avaient été prises quand j'étais président, en 2012-2013, les recettes de la collectivité, le président battu s'enorgueille de dire que les recettes de la collectivité ont atteint plus de 120 millions d'euros au cours de l'année 2021. Je n'ai pas le chiffre exact, mais au niveau on utilisera un terme un peu commun, du coffre de la collectivité, il doit avoir environ 55 millions d'euros qui sont là, quoique le président battu a compris qu'il s'agissait de faire de la thésaurisation et non pas de dépenser l'argent des contribuables pour améliorer la vie de la population, pour investir dans des infrastructures, tant pour la jeunesse, tant pour nos personnes âgées, tant que pour l'économie du territoire. Et donc, la situation financière, je pense, de la collectivité n'est pas ce que vous avez entendu. Là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, au niveau d'un certain nombre, je dirais, de chapitres ou de fonds disponibles, de fonds d'État ou de fonds européens, notamment de fonds d'État, où Saint-Martin aurait pu émarger, où Saint-Martin aurait pu présenter des dossiers. Malheureusement, ces dossiers n'ont pas été présentés au cours de ces 3 dernières années, et qu'effectivement, il y a eu des fonds qui n'ont pas pu, dont le territoire n'a pas pu bénéficier. Mais ce temps est révolu. Il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle gouvernance, et donc aujourd'hui, Saint-Martin est dans une posture et dans une situation où effectivement la population pourra regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Bien. Écoutez, Monsieur Richardson, on vous remercie et puis on suivra de près cette nouvelle mandature et nous aurons l'occasion, bien sûr, de venir sur place à Saint-Martin, voir un peu comment les choses se mettent en place, peut-être même dimanche prochain pour l'investiture, nous verrons ça. En tout cas, merci et vous saluez. Ce sera avec plaisir de vous accueillir pour que vous puissiez voir
le changement qui sera en route. Merci beaucoup. Tout à fait, c'est nous qui vous remercions. 12h51, on va tout de suite voir ce sujet justement enregistré hier soir. C'était tout de suite après la proclamation des résultats. Et Louis Missington était au micro de Charlie Dagonia. On regarde ce reportage. Un homme heureux, un homme comblé. Et je profite de cette occasion pour remercier Saint-Martin. Parce que c'est Saint-Martin qui m'a donné cette victoire ce soir. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ont été conjugués pour arriver à ce moment formidable ce soir. Donc, je tiens à féliciter tous les électeurs, toutes les électrices qui se sont mobilisés pour dire l'heure du changement a sonné. Donc, demain naîtra un nouveau jour pour Saint-Martin. L'heure est au rassemblement. C'est fini maintenant la politique, c'est derrière nous. Il faut quand même maintenant que nous nous réunissions tous pour travailler dans l'intérêt général du pays. Saint-Martin a besoin d'une équipe nouvelle, dynamique, qui est prête à se mettre au travail. Il y a des choses à faire à tous les niveaux pour rassurer cette jeunesse qui doute, pour rassurer le monde économique, le BTP, aussi tout ça. Donc il y a du travail, donc je suis prêt et je sais que l'ensemble de l'équipe est prête à se mettre au travail parce que les attentes sont importantes et nous devons apporter les réponses dans l'immédiat. Donc nous sommes prêts à nous mettre tous au travail pour faire gagner Saint-Martin. Voilà, Louis Missington. Je ne sais pas si on a Jean-Marc. Oui, on a Jean-Marc, responsable, chef d'antenne de la radio Saint-Martin. Good morning. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, en tant que journaliste d'une des radios les plus écoutées de Saint-Martin, comment s'est passée cette campagne sur les deux tours? Comment vous avez vécu ça? C'était une campagne pas comme les autres campagnes, avec pas trop de mouvements. C'était pas une campagne festive, mais bon, les sujets sont. C'était une campagne où ils ont présenté leur programme à la population, mais c'était plutôt axé sur une campagne sur les réseaux sociaux. Tout le monde était vraiment branché et streamait sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc ça s'est déroulé assez calme. Oui. Pas grand-chose. Est-ce que, Jean-Marc Roubouranari, est-ce que vous avez été surpris de la victoire de Missington et du rassemblement? La victoire de Missington, si vous voyez au premier tour, on n'a pas été surpris. Au premier tour, on avait déjà vu un peu la tendance. La population avait voté si on comptabilise les voix de l'opposition, il y avait à peu près 6 000 personnes qui ont voté contre la team Gibbs. Et donc, la population recherchait vraiment un changement. Donc, c'est ce qui s'est déroulé hier. Et à peu près les mêmes voix. Gibbs, en 2017, avait gagné à peu près avec 5 000, presque avec 3 000 voix d'avance sur Missington. Donc, oui. La population a tenté, voilà, ils ont voulu un changement et ils ont bien exprimé hier durant les élections. Et alors, l'autre chose qu'on peut noter dans cette élection, c'est qu'il y a eu quand même une bonne participation, puisqu'habituellement, le taux d'abstention était, au premier tour, il était de 50%, il a augmenté, il a diminué, pardon, et la participation a été beaucoup plus importante cette fois-ci. Oui, une bonne augmentation. On avait déjà augmenté au premier tour par rapport à la précédente élection. On avait augmenté de 3 points. Donc on est arrivé à 46%, 46,3%. Oui. Hier, c'était quand même 52%. Et ça a prouvé en général, quand on voit une participation aux élections comme ça, ça bénéficie plutôt l'opposition que la team en place. Donc c'est ce qui s'est déroulé hier à Saint-Martin, une bonne participation et une grosse participation aussi de la population locale qui s'est mobilisée
Comme vous le savez aussi, il y a plusieurs communautés qui votent à Saint-Martin et nos élections, quand on les analyse, on comptabilise aussi les différentes communautés, où est-ce qu'ils sont, qui est-ce qu'ils supportent. Et donc la population saint-martinoise est sortie hier pour voter contre Daniel Gibbs. Oui. Alors, la dernière question, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que chef d'antenne d'une radio, que les médias à Saint-Martin ont joué un rôle important dans cette élection? J'ai pas bien entendu cette question, vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Est-ce que, de votre point de vue, les médias saint-martinois, et notamment votre radio, ont quand même joué un rôle important dans cette élection? Ah oui, les médias saint-martinois ont joué un rôle important. Nous, au niveau de notre radio, on a interviewé tous les candidats, on les a suivis pendant leur meeting, et on a organisé un débat des leaders. Donc oui, nous, on joue notre rôle, c'est à peu près notre rôle, nous, au niveau de Radio Saint-Martin, de s'intéresser à la politique. On le fait quotidiennement, et puis bien sûr les autres médias, tout le monde, tous les médias suivent, sont impliqués dans la vie politique à Saint-Martin. Bien. Ben écoutez, Jean-Marc, on vous remercie pour votre intervention, et puis nous aurons l'occasion, bien sûr, de vous retrouver, puisque vous serez de temps en temps notre correspondant là-bas à Saint-Martin. Voilà, c'était en direct de Saint-Martin, Jean-Marc Rabot-Anari, directeur d'antenne de Radio Saint-Martin. Merci. Il est 12h58. Tout de suite, la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Raphaël Nicole et Vanessa Varin, qui sont déjà présents sur notre plateau. À tout de suite. Voilà, il est 13h02. On va recevoir tout à l'heure Raphaël Nicole, coup de foot pour la Lune, son roman. Mais aussi, on va recevoir une jeune femme. Elle s'appelle Vanessa Varin. Elle est avec nous. Elle est présidente de l'association Campeg, organisateur de Challenge Saveur. Merci d'être avec nous. Alors, deux petits mots d'abord sur votre association, Campeg. Alors oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc Campeg est une association qui a plusieurs années déjà, qui a été créée donc, en 2015, oui, et qui a pour objet donc, de pouvoir promouvoir la protection de l'environnement en Guadeloupe, mais également la partie culturelle, donc la culture guadeloupéenne. Donc on a une action régionale, donc on est vraiment sur tout le territoire des îles de Guadeloupe. Et là, on est sur le volet, en fait, culture, mise en avant de la culture locale par le biais de cet événement dont on va parler dans quelques minutes. Alors justement, j'allais poser la question, quel lien qu'il y a entre la défense de l'environnement et Saveurs d'Outre-mer? Alors, le lien est lié au fait que Campeg, en fait, a deux axes dans son objet statutaire. Donc, d'une part, la protection de l'environnement, effectivement, qui est l'un des axes qui a été le plus développé jusqu'à maintenant, mais également la préservation et la protection de la culture locale. Oui. Donc, c'est dans cet axe-là qu'on est mobilisé à l'heure actuelle. Alors, cette manifestation Saveurs d'Outre-mer, comment elle s'organise concrètement? Parce qu'on dit Saveurs, on pense à de bonnes choses. Mais tout à fait, on pense à de bonnes choses, et ce sera effectivement le cas, puisque là on parle d'inviter en fait des chefs, donc des chefs restaurateurs, pour qu'ils puissent intervenir sur l'événement. Donc effectivement, ils savent mettre les petits plats dans les grands, tout à fait. Donc effectivement, on sera régalés. Donc en termes de manifestation, donc l'événement dure une semaine, donc il y a beaucoup de temps différents, et donc il y aura de quoi effectivement satisfaire tous les publics. Alors, ça commence exactement le 6, c'est ça? Non, le 30, pardon. Alors, tout à fait. Alors, l'événement commence le 30 mars, donc dans 2 jours. Donc, on accueillera des chefs qui sont pas encore sur le territoire, donc qui sont, pour certains, donc, dans l'Hexagone à l'heure actuelle, ou pour d'autres à la Dominique. Et pour un démarrage, on va dire, en force, le lendemain, donc le 31, le jeudi 31 mars. Alors, pour les gens qui nous regardent, parce que quand on parle de saveurs, bon, les gens se disent qu'il y a des bons bitins, etc. Est-ce qu'ils auront l'occasion de déguster quelque chose, de se sustenter au moins?
Alors oui, tout à fait. Alors il y a différents temps forts, effectivement. Alors si vous voulez bien, je peux d'abord expliquer l'objet en fait de la rencontre. Comme ça, effectivement, après j'arriverai aux différents temps et notamment à la partie qui vous intéresse, si j'ai bien compris. Pas moi seulement. Hein, les gens, il est 13h04, c'est l'heure où les gens sont en train de déjeuner. Tout à fait. Donc parler de saveur, automatiquement, ça correspond au moment. Tout à fait, on est synchrone. Et effectivement, et en plus de cela, bon appétit à tous déjà, tous ceux qui sont en train de déjeuner. Oui. Et on pourrait effectivement leur donner de quoi se satisfaire lors de l'événement. Alors, quel est l'objet de l'événement? Il s'agit en fait d'un challenge pour les apprenants de la Guadeloupe, donc des métiers de bouche et des métiers de service. Donc, c'est-à-dire tous les élèves qui sont actuellement en formation pour devenir restaurateurs, boulangers, pâtissiers, poissonniers, donc tous les métiers de bouche et métiers aussi de service, donc service de table. Et ces élèves-là, en fait, auront l'opportunité de pouvoir revisiter les plats emblématiques de la Guadeloupe. Donc, ce qui veut dire, tous les plats qu'on connaît, en fait, et on leur propose, en fait, de pouvoir en faire quelque chose de plus novateur, de plus éventuellement raffiné aussi, mais de décalé, de différent. Donc, c'est ça l'objet du challenge qui a destination des apprenants, en fait, des élèves. C'est un véritable concours. Alors oui, on préfère le terme de challenge parce que là, il y a vraiment une dimension pédagogique au-delà de la partie concours en tant que tel. Donc c'est vraiment leur apprendre de nouvelles choses, faire du lien, faire de la transmission aussi avec des chefs qui seront dans le jury. Alors à ce propos, donc nous aurons... c'est vraiment un vrai événement pédagogique puisqu'il ne s'agit pas juste de venir concourir. Il y a aussi une recherche en amont pour trouver le meilleur plat. Donc la préparation en fait à ce niveau-là, au niveau de la créativité, au niveau du goût en fait qui est vraiment mis en avant dans le cadre de l'événement, mais également pour pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir avoir les mets en fait qui serviront à faire le repas, la partie de la disposition en fait des assiettes. C'est vraiment toute une dimension en fait pédagogique pour les apprenants. Donc c'est là-dessus qu'on met l'accent et c'est pour ça qu'on parle vraiment de challenge et pas uniquement d'un concours. Alors, avec le lycée de Gosier, c'est ça? Alors, tout à fait. Nous avons différents partenaires. Donc, nous avons le campus TIVAG qui héberge effectivement le lycée hôtelier du Gosier, mais aussi le site du lycée Hyacinthe Bastaro à Marie-Galante, mais également le RSMA de la Jaille et le CFA URMA qui est à Saint-Claude. Donc, ce sont nos partenaires. Il y a 4 sites. Voilà. Alors, ce sont les 4 partenaires, en fait. Donc, en fait, le campus est partenaire, le RSMA est partenaire et le CFA URMA est partenaire. Donc, on a 3 partenaires au niveau de la partie centre de formation. Par contre, au niveau des sites, il y en aura 2, puisque le challenge se fera le vendredi 1er avril. Donc, avec d'une part ce jour-là, il n'y aura pas de poisson. Alors, il y aura sûrement du poisson, ça dépend ce que les élèves vont nous apporter en fait en termes de mets. Le 1er avril, normalement. C'est totalement libre. Donc, il y aura peut-être du poisson, effectivement. Mais en l'occurrence, on sera quand même sur place, même si c'est le 1er avril, et on pourra déguster les mets que proposeront en fait les différents élèves aux chefs, en fait, aux différents membres du jury. Le matin, on sera donc au CFA URMA, donc à Saint-Claude, et ensuite on se déplacera donc à la Jaille, au RSMA, pour pouvoir justement rencontrer les différents élèves qui participent au challenge. Oui. Et l'objectif final? Alors, la finalité de ce challenge est de pouvoir mettre en avant les talents de demain, en fait. Donc, les élèves qui sont en formation donc, de restauration, comme je disais, les métiers de bouche, en fait, et le service de la Guadeloupe. On veut vraiment mettre en avant les talents de demain et mettre en lumière aussi leur créativité à travers les plats qu'ils vont mettre en avant. Donc, à l'issue de la rencontre, nous aurons, en fait, 5 plats qui vont être plébiscités par les chefs, par le jury, en fait, et qui seront dans un livret de recettes qui sera publié il y aura un livre de recettes. Tout à fait. Donc, alors, je dois préciser aussi que l'événement ne se fait pas qu'en Guadeloupe. L'événement a une dimension ultramarine, puisque au-delà de la Guadeloupe, nous serons après donc, en Martinique, puis en Guyane et enfin à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et dans ce cadre-là, en fait, dans ce livret de recettes, il y aura les recettes de toute l'outre-mer, en fait, à ce sujet. Donc, les 5 de la Guadeloupe, les 5 de la Martinique. Cela dit, il y a déjà beaucoup de livres de recettes sur notre cuisine. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais là, en fait, il ne s'agit pas d'avoir un simple livre de recettes. Il s'agit, comme je disais, de mettre en avant des talents et aussi d'avoir le volet novateur, en fait, de notre cuisine. Et mettre en avant aussi la jeunesse, en fait, et sa créativité qui foisonne. Oui. Alors, donc les Guadeloupéens qui nous regardent en ce moment, et même les Martiniquais, parce qu'on est vu en Martinique en ce moment, les rendez-vous qu'ils doivent noter. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de rendez-vous, parce que là, j'ai expliqué le principe du challenge en tant que tel, donc la partie qui est dédiée aux apprenants, mais il y a aussi d'autres temps forts. Alors, pour les apprenants, il y aura également une conférence qui est organisée pour eux, qui se fera justement au lycée hôtelier du Gosier, donc
le lundi 4 avril. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres temps forts, comme par exemple un repas solidaire qui est organisé donc, avec les apprenants volontaires, mais avec aussi les chefs de la délégation et le grand public qui le souhaite, pour pouvoir préparer en fait un repas pour les plus démunis, qui sera remis à nos partenaires, donc la Maison Saint-Vincent et le CHRS Sianka de Basse-Terre. Je comprends bien. La manifestation se tient à la fois en même temps Guadeloupe en Martinique ou elle est décalée? Alors c'est décalé, il y a différents temps forts. Là actuellement on est sur le volet Guadeloupe, Oui. mais par la suite, dans le cours de l'année, on sera donc sur des différentes autres destinations. Oui. Et donc, quand on voit un petit peu la cuisine guadeloupéenne qui est déjà très riche et très variée, vous attendez de ce challenge des miracles encore, des choses merveilleuses? Tout à fait, bien sûr, des merveilles, puisque de toutes les façons, la créativité n'a pas de limite. Donc on peut totalement créer, revisiter et toujours surprendre en fait les personnes. Donc c'est ce qui est attendu en fait de la part des élèves, qui puissent surprendre en fait le jury, qui puissent vraiment innover, ne pas se donner de limites. Sachant que là, on parle de plats salés, mais aussi de plats sucrés, donc tout ce qui est dessert, et aussi de cocktails. Ah, d'accord. Donc, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Donc, les élèves peuvent concourir donc seuls ou en équipe de 2 ou de 3 personnes. Donc, tout corps de métier, en fait, de formation, en fait, confondu. Alors, je reviens là-dessus, le volet dégustation, alors, ce soir quand? Mais oui, ça nous intéresse, bien sûr. Alors justement, j'étais en train d'expliquer les différents temps forts de la manifestation. Oui. Donc nous aurons en particulier une conférence grand public qui aura lieu donc, ce jeudi 31 mars au Memorial Act, qui est partenaire de l'événement. Et dans ce cadre-là, en fait, il y aura à l'issue de la conférence quand même, justement. Rassurez-moi. Alors attendez, parce que là, vous essayez d'aller au... Non, je sais rien du tout. C'était des étapes, mais je dois quand même préciser le sujet de la conférence, puisque c'est quand même un peu le clou du spectacle. Bien sûr. Vous allez venir pour manger, on l'a bien compris. Ah non, on viendra pour écouter d'abord les chefs. La conférence, tout à fait. Donc l'intitulé de la conférence est le suivant, donc les produits du terroir et le jardin créole au service de la gastronomie des îles de Guadeloupe. Donc dans ce cadre-là, donc on aura tous les membres de la délégation, ainsi que d'autres personnalités qui sont invitées, qui représenteront les différents producteurs en fait aussi, donc agriculteurs de ces produits, de ces mets que l'on transforme pour notre plus grand plaisir. Oui, ce sera bio? Alors, ce sera des produits locaux pour beaucoup d'entre eux et bio ou non. Ce sera parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir... alors, si on parle par exemple du repas solidaire, qui aura lieu donc, le samedi 2 avril. Donc j'ai indiqué que le grand public est invité, par exemple, pour pouvoir préparer les mets, mais aussi on fait un appel aux dons alimentaires. Donc ça peut être, les personnes qui le souhaitent peuvent donner en fait ce qu'ils souhaitent en termes de mets, en termes de condiments, en termes de fruits et légumes, des fruits du jardin, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, chacun donne ce qu'il peut, en fait, et ce qu'il veut bien donner. Donc c'est en fait bio et non bio, ça dépend en fait de ce que chacun pourra proposer. C'est la première édition de cette manifestation? Tout à fait, c'est la première édition de la manifestation. Oui. Et donc ça veut dire qu'elle va se pérenniser si elle a du succès? C'est l'objectif, tout à fait. Oui. Vous avez mis combien de temps pour monter l'affaire? Parce que j'ai vu qu'un nombre impressionnant de sponsors et de partenaires. Tout à fait. On remercie tous les partenaires et tous les sponsors. Merci d'ailleurs à Canal 10 qui est l'un de nos partenaires. Et ça s'est monté en fait assez rapidement, puisque en fait on est tous très déterminés. Quand on prend une décision, on l'implémente assez rapidement. Et donc on a pu mettre les bouchées doubles. Donc ça s'est monté vraiment très très rapidement. On a commencé à en parler au mois de janvier, et puis là on est en mois de mars. Donc voilà. Le campagne a été très rapide. Alors, donc, on prend comme date déjà jeudi 31? Tout à fait. Donc le 31 mars, donc le jeudi à 16h au Memorial Act, il y a la conférence grand public, suivi du cocktail. Oui, ça, on l'a compris, Donc ensuite, après ce jour-là, donc il y aura donc le vendredi 1er avril, qui est le jour du challenge, où on rencontre les jeunes qui vont préparer en fait les différents mets. Ce sera toujours au Mémorial? Alors non, je vous disais, donc vous n'avez pas bien écouté, je vous disais que ce serait le matin au CFA URMA à La Jaille et l'après-midi au RSMA à La Jaille. Donc, vous voyez, donc là, c'est vraiment sur les 2 sites donc, du centre de formation. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, je l'ai un peu cité. Donc le samedi, on aura le repas solidaire qui se fait donc, au lycée de Bainbridge, dans le cadre duquel le grand public est amené à participer, soit en venant, donc il faut s'inscrire avant, donc je donnerai le numéro dans quelques secondes, mais soit en venant en fait, nous aider à préparer les mets, ou en fait en faisant des dons alimentaires de différents produits qui pourraient être transformés par la suite. Donc ça, c'est le samedi, mais ce n'est pas encore tout, puisque c'est pas encore fini. Le dimanche 3 avril, nous allons à Marie-Galante, à la rencontre de différents agrotransformateurs
Donc on passe la journée là-bas, donc toute la délégation sera sur place et on sera vraiment dans une dimension archipel Guadeloupe, puisqu'on ne voulait pas se limiter en fait, on voulait aussi pouvoir inclure les différents autres territoires, donc on peut aller à Marie-Galante. Donc le campus TIVAC d'ailleurs organise actuellement avec nous cette journée pour qu'elle puisse être vraiment pertinente et intéressante. Également voir si on peut rencontrer des élèves du lycée en fait de Marie-Galante, qui sont aussi apprenants dans nos métiers. Le lundi, on a la conférence, au lycée hôtelier du Gosier, donc à 14h. Voilà, et puis après, différents temps de visite en fait pour les chefs. Bien. Écoutez, on souhaite du bon succès à cette première édition des challenges. Merci beaucoup. Et puis, bonne dégustation à tous les gens qui viendront et à vous-même aussi. Alors, est-ce que je peux rajouter un petit point rapide ? Rajoutez rapidement. Alors, une première chose, donc, pour pouvoir s'inscrire pour venir participer à la préparation des repas le samedi 2 avril, ou pour pouvoir donner des dons, ceux qui souhaitent donner des dons alimentaires, le numéro de téléphone de Campeg est le 06 90 92 56 17. Donc, le 06 90 92 56 17. Et vous êtes attendu aussi, donc le 31 mars, donc le jeudi qui vient, pour la conférence qui aura lieu au MACT à 16h. Les gens qui nous écoutent et qui veulent venir à ce repas solidaire, qui peuvent porter des choses, téléphone d'abord pour voir. Tout à fait. Oui. Comme ça, on s'organise au niveau Qu'est-ce de la qu'on peut logistique. porter, par exemple ? Alors, comme je vous disais, en fait, des produits du jardin. Si vous avez des poyos, on sera ravis de pouvoir en cuisiner. des avocats. Tout à fait, tout type de produits en fait divers et variés. Oui. Mais il faut porter ça à partir de quelle heure ? Alors, il faudra qu'on s'organise, donc on va sûrement les collecter en amont, quelques jours avant la manifestation, donc il faut vraiment qu'on se coordonne. Donc il faut vraiment que les gens nous appellent le numéro que j'ai communiqué pour pouvoir voir où ils se situent, s'ils peuvent apporter, s'il faut qu'on aille chercher. Vous voyez, c'est vraiment après la logistique à mettre en œuvre. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Bien, alors je rappelle le numéro 0690, vous entendez ? 92 56 17 si vous avez des fruits, des légumes de votre jardin et c'est un repas solidaire justement pour dans le cadre de ce challenge, ce serait important et intéressant de prendre contact avec le 92 56 17 et avec Vanessa. Voilà, on vous remercie. Merci à vous. Et à très bientôt et bonne chance pour ce challenge. On revient à l'actualité. Remise du prix du concours Major Maquet Créole, c'était au MAC. Alexandre Dover était sur place, on regarde. Et pour que justement nous montrer en qui genre concours là, c'est pour nous permettre créole là devant, pour nous faire justement prendre en place à Valais et pour que justement nous montrer en qui genre et bien à dans population là et bien ancré et que nous mettez aussi à goût à la jeunesse. Parce que jeunesse en nous, c'est présent en nous, c'est avenir en nous. Cela permet à des élèves qui, depuis des années, suivent un enseignement de créole, donc qui ont appris, qui ont développé un certain nombre de compétences langagières, de mettre tout ce savoir-faire au service de production artistique et plus spécifiquement littéraire. Voilà. Professeur créole en moi, il parlait moins d'un concours à Major Maquet Créole. Au début, on n'a pas voulu participer parce qu'on n'a pas eu l'idée quand on a marqué. Mais après, on dit, on va essayer quand même. Le créole, c'est notre patrimoine, c'est la langue. Nous écrivons la langue, donc à Maquet Créole. C'est aussi notre façon d'être, c'est la musique. Le créole s'exprime donc dans nos émotions, dans l'art. Nous avons le gros cas qui est inscrit aussi au patrimoine de l'UNESCO et le créole justement est à la base aussi de cette musique. Donc tout cela donc avance ensemble, tout cela constitue donc notre patrimoine, doit évoluer également et bien sûr nous avons la recherche sur le domaine du créole qui va nous permettre de bien stabiliser la langue et de la faire donc, de la rendre académique. Voilà, dans 13h18, donc on a entendu et nous tendons, ça M. Lirel dit par rapport à l'anglais pour Maquis, pour nous un petit peu plus loin. Et justement, ça va tomber bien puisque spécialiste en Oujala, et avec lui, on va parler un petit peu de quel sujet qui de quoi on va parler aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ça va être un sujet léger et en même temps sérieux. C'est-à-dire qu'on va feuilleter l'album photo. Carnaval fini, hein? Oui, fini. Bon, nous allons regarder l'album photo là pour nous essayer de comprendre Yon débutait toujours. Générique, c'est parti. Pas encore, il faut parler.
les Amériques plus largement, et essayer de voir, de se poser des questions fondamentales. Alors ici dans le carnaval, il y a des types de déguisements, on va dire, qui sont là depuis longtemps. En 1905, à une commune chère à votre cœur, Trois-Rivières, on peut voir cela, des gens qui sont la peau couverte de gros sirops et qui dansent sur des baguettes, sur des bâtons. Et donc, ici, c'est un travail qui a été fait par M. Nabajot, un ouvrage qui est devenu rare aujourd'hui, qui mériterait une réédition parce que vraiment, il est riche en informations sur le mascacone, comment il était représenté. Et bien évidemment, dans un passé pas si lointain, on pouvait voir ce type d'accoutrement pour les carnavaliers, moun ka fait masse. Bon, tous ces éléments-là, on peut les retrouver encore à une époque encore récente. Et on voit qu'il y a une persistance. Parfois, la couleur, les miroirs s'invitent. Et on voit toujours qu'il y a les cornes. Ça, c'est les massacones, ça. Massacones. Oui. Ici, c'est l'exemple de Voukoum. Donc, on voit qu'on le présente quand même avec des feuilles de banane et tout. Et on peut se poser la question, mais on nous dit que ça vient d'Europe, mais pourquoi il y a cela derrière toutes les paillettes? Est-ce aussi une exception? Parce que beaucoup de gens sont persuadés que ceci n'existe que chez nous en Guadeloupe. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire un voyage dans la Caraïbe. Et pour répondre à cette question, eh bien, le mieux, c'est déjà de faire un petit peu d'histoire et de retourner sur le continent et voir que, en fait, tous ces éléments sont liés à une spiritualité profonde. Donc, dans notre historique, on peut aller déjà chez les Dogons et vous allez voir que la première chose qui apparaît, c'est les Boko-Djombi. Oui. Et ils n'apparaissent pas à n'importe quel moment, c'est que c'est la fête du Sigui. La fête du Sigui, c'est l'étoile Sirius. Et c'est un moment très fort qui revient tous les 60 ans chez eux. Ici, vous regardez les masques. Et je vous fais voir que ce tissu à deux bandes blanches et noires, eh bien, ce n'est pas sans rappeler la coiffe des pharaons, par exemple. Pensez au masque mortuaire de Toutankhamon. C'est un ordre initiatique et qui est multimillénaire, qui perdure ici encore chez les Dogons. Vous voyez aussi le masque qui symbolise le Numo. On pourrait très bien imaginer que ces masques-là soient repris dans une procession chez nous et on n'y verrait aucun inconvénient. Ici, nous allons chez les Yoruba et vous allez voir que c'est encore les Boko-Djombi qui apparaissent. Mais là, on est dans un rite sacré. Ici, ce sont les adeptes de Sakpata, du vaudou, qui vont vers les cours d'eau pour les purifications. C'est où là? C'est au Dahomey ou bien c'est Bénin. Au Bénin. Au Bénin, oui. Ensuite, non, oui, c'est ça. Alors ici, vous voyez qu'il y a des processions qui sont accompagnées de musiciens, donc c'est pas sans rappeler nos groupes apos, les musiques de rue, comme on va dire, les musiques à des groupes à voilà. Oui, puisqu'ils accompagnent les processions, mais ça se faisait depuis l'Égypte. Ici, vous êtes au Bénin, oui, et vous voyez que... C'est le même vêtement qu'on a vu... oui, voilà. Et il y a une persistance, on peut le comprendre. Donc, après, on peut aller encore... ici, encore, c'est le Bénin. Et puis après, on va aller au Sierra Leone. Vous allez voir... ici, c'est le Sierra Leone. Mais alors, juste une question, Jean-Luc. C'est les OG, je toutes ces vêtements, ces costumes, ce ne sont pas pendant le carnaval, c'est dans des... C'est des processions sacrées. C'est des processions sacrées, c'est ce que je dis. C'est des purifications, c'est pourquoi ils ont les chasse-mouches, justement. Et vous voyez, il y a des cornes, il y a des miroirs, voilà. Et donc, les masques, ce que nous déposons, c'est que c'est une persistance de la pensée symbolique africaine aux Amériques. Et nous allons voyager maintenant, et pour retrouver ce que je vous venais de voir, déjà à Saint-Domingue. Quand vous arrivez à Saint-Domingue, qu'est-ce qui vous accueille? Eh bien, ce sont les Boko-Djombi. Boko-Djombi aussi. Voilà, qui vous accueillent. Et donc, vous voyez que c'est un trait naturel. Les gens de la Caraïbe ne se sont pas consultés pour faire exactement la même chose partout. Donc, c'est vraiment qu'ils sont arrivés avec ce capital culturel, tous, et qu'ils l'ont adapté par rapport à leur histoire. Ici encore, vous voyez un magnifique, et ce qui permet de voir que c'est Saint-Domingue, c'est que c'est la tête de Canidé. Oui. Vous avez aussi ce masque-là, qui rappelle les grands initiés Odje, et à la place... ici, vous voyez par exemple le masque emblématique de Saint-Domingue, qui est un canidé avec le fouet, avec des outres de peau, et qui rappelle, quand on l'étudie, les mythes égyptiens. Et ça ressemble, en dehors de la tête,
à l'habit des masses Vieux-Fort du temps passé. Mais les voilà. D'accord. Mais voilà. Ici, vous n'êtes pas en Guadeloupe, vous êtes à Saint-Domingue. Ouais. Voilà. Et regardez, ça rappelle les OJ, les grands initiés qui vont à la mer ou dans les cours d'eau pour faire les purifications. Hein. Ce qu'on fait là chez nous, là, le bain des marées, ils le font aussi. Et là, c'est toujours Saint-Domingue. C'est pas Haïti, là? C'est pas Haïti? Saint-Domingue. Saint-Domingue, et ils s'enduisent de peinture. Ici, vous voyez les feuilles de banane, le corps couvert de suite, les cornes. Hein, c'est adapté, mais c'est toujours le même décorum qui revient. Regardez ici, on pourrait dire Haïti, on pourrait dire chez nous aussi, à gauche. Mais non, c'est Saint-Domingue, c'est à Punta Cana. Voilà, et les groupes sont arrivés de loin. Alors, Haïti, pareil, donc vous voyez encore les processions avec les animaux, les cornes, hein, toujours, puisque c'est l'âme du monde, en fait. Voilà, ici, on pourrait dire Guadeloupe, non, nous sommes en Haïti. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là reviennent. Il faudra qu'on dise quelque chose de plus sur Haïti, on y reviendra. Et la Guadeloupe, toujours, les Moko-Djombi. Alors, ceux-là sont de Sainte-Lucie, mais toute personne n'a de difficulté à comprendre. Vous voyez? Tout ce que vous voyez là, les masques à Vieillefort, hein, vous voyez, voilà, on les retrouve, mais c'est toujours le même décorum. Alors on pourrait penser que ça vient des Amérindiens, que ça vient des Européens. Non, mais il y a un fond derrière. Il faut bien comprendre. En Martinique, eh bien, on retrouve aussi un personnage qu'on appelle Marianne Lapofig. Eh bien, c'est toujours les mêmes choses. Et ne croyez pas qu'en Europe, ça n'existe pas, hein, dans les vieux villages. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré, ils ont hérité aussi de cela, de l'Afrique. Mais bon, avec les métissages, on ne les retrouve plus. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on est en Colombie. Et vous voyez la peau de léopard. Que vous avez dit que c'est des sociétés initiatiques, hein, les chasseurs de léopards, qui sont à l'origine de la civilisation, de l'intronisation des rois. Et tout de suite après, qu'est-ce que vous avez? C'est toujours encore ce rite de purification qui apparaît. Trinidad. Derrière les paillettes, eh bien, vous avez les Moko-Djombi qui vous accueillent et qui portent exactement le même nom que chez nous. Et ensuite, vous avez ces cornes et le bleu. Il faut savoir qu'énergétiquement, le bleu, le noir et le vert, c'est la même couleur. Hein. En Égypte, c'est la même couleur. Oui. Et on les retrouve encore ici. On les retrouve encore ici avec les cornes. Hein. Il y a des représentations magnifiques de tout cela. Et regardez ce fantastique Moko-Djombi. Et ici, c'est Cuba. Voyez. Donc, c'est une persistance de la pensée symbolique. Donc, conclusion pour nous aujourd'hui. Nous allons dire ceci, c'est que ce n'est pas le fait du hasard. Les fondements du carnaval de Guadeloupe ne sont pas exclusifs. Ils sont largement répandus dans la diaspora noire et aux Amériques, on les retrouve partout. Vous allez au Pérou, vous allez n'importe où, vous allez les retrouver. Et ce ne sont pas... Et c'est la preuve de la persistance de la pensée symbolique africaine, parce que nous avons dit que c'est comme l'ADN, ça ne disparaît pas. Et c'est la traduction d'une haute spiritualité désormais perdue chez nous. Ça veut dire qu'on n'a plus les codes pour pouvoir déchiffrer et lire. Voilà. Ibout. Voilà. Merci Jean-Luc Trésor, 27. Deuxième pause avant de revenir à l'actualité. Et on attend notre écrivain Raphaël Nicole, Coup de foudre pour la Lune. Ouvrage qu'il faut avoir lu, qui est assez intéressant. À tout de suite, on revient vers vous. Voilà, suite et fin du ZCL News d'aujourd'hui avec la série de reportages qui nous concerne. Andy Graff, c'était à Pointe-Noire ce week-end. Alexandro était sur place. On regarde un peu comment ça s'est passé. Andy Graff avec un H. Le but de l'Andy Graff, c'est de mettre en lumière tout ce qui est pathologie, donc tout ce qui est handicap, et l'art, donc le graffiti, et on ne veut pas faire ça dans les mêmes communes. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes communes qui font tout ce qui est manifestation. Donc on peut tourner autour de Bémao, on fait le tour, Gosier, Pointe-à-Pitre. Nous, le but, puisque l'handicap, il est partout. Donc il n'y a pas de commune plus ou moins. Et le but, c'est de toucher le maximum de communes. Pointe-Noire, nous avons eu un super contact avec l'Office de tourisme de Pointe-Noire qui nous ont beaucoup aidés, aussi bien la ville de Pointe-Noire. Et on ajoute sur le handicap aussi tous ceux qu'on appelle les invisibles. Ça veut dire les jeunes entre 16 et 29 ans qui ne sont plus à l'école, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas en formation. Et on essaie de leur montrer des dispositifs qui existent pour eux ici en Guadeloupe. Et on a choisi cette fois-ci Pointe-Noire, comme c'est une commune éloignée. Et il y a pas mal de jeunes qui ont besoin d'un petit soutien. Ça représente quelque chose de formidable pour les personnes porteuses de handicap, puisque souvent, pendant très longtemps, on les a considérés comme des gens un peu à part. Aujourd'hui, on voit bien quelle production qu'elles peuvent nous donner, nous offrir. Et avec ce qu'ils ont réalisé au mois de janvier, je dis que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
ça permettra aux jeunes de Pointe-Noire, ça permettra à la population de comprendre que lorsqu'on a un enfant ou une personne handicapée chez elle, eh bien, on n'a pas à cacher cette personne-là. On a bien au contraire à la mettre en valeur, à lui permettre de s'exprimer comme tout chacun. C'est un individu complètement comme tout chacun. Alors Jana est une jeune artiste de 12 ans, autiste, et elle a participé au festival Handigraph. Elle a obtenu le 2e prix avec son binôme B-Bird. Et par la suite, il y a eu le prix Coup de cœur, qui est le prix du public en fait. Le public a décidé sur Instagram quelle était l'œuvre qui était la plus, pour eux, qui représentait l'Handigraph. Elle a gagné avec son binôme B-Bird. Voilà, on continue. Et là, on va rendre hommage à un centenaire de la ville du Moule. Et Alexandros Dover s'est rendu dans la commune et on note quand même qu'il y a de plus en plus, et c'est tant mieux, de centenaires chez nous. Alors de l'autre côté, c'est une population qu'on dit vieillissante, donc il appartient aussi aux jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes, des repeuplés pays là, vous faites Timon, chaque monde fait 2 ou 3 Timon pour nous arrêter de dire que la Guadeloupe est un pays qui a vieilli. C'est pas normal, puisque dans la Caraïbe, on n'est pas pratiquement les seuls dans cette situation. Mais il faut le comprendre, c'est une politique qui a déterminé un petit peu ce qui se passe chez nous, parce que dans des pays comme Sainte-Lucie, Dominique, ou je ne parle même pas d'Haïti, la population n'est absolument pas aussi vieillissante qu'en Guadeloupe. C'est pas normal, c'est qu'on est en train de prendre un pas européen. Et curieusement, en France, justement, c'est tout à fait le contraire qui se passe en ce moment. Reportage. Vous étiez un homme brillant et dur et solide et qui ne jouait pas avec les élèves. Jusqu'à maintenant. C'est bien. Ça me fait un grand plaisir d'être avec M. Fuméo qui est aujourd'hui. D'autant plus que c'est un homme qui a une longue histoire. Et on peut dire que c'est une mémoire vivante dans la ville du Moule. Et elle fait partie du 17e centenaire que nous honorons à la ville du Moule. Je suis content qu'en fait c'est son temps avec toute la famille. Et puis voilà quoi, j'espère pour lui encore longue vie quoi. Je peux vous dire que surtout pour vous les jeunes, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas abuser de votre jeunesse, il faut prendre soin de votre corps. Tu comprends? Bon. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour pouvoir y arriver à 100 ans. Effectivement, il faut c'est quelque chose. Alors, on termine le ZTL aujourd'hui avec du football, l'amicale de Margalante et l'Étoile. Richard Etienne, on regarde. Match très compliqué, très compliqué. À première mi-temps, on était supérieur techniquement, donc on a bien maîtrisé, on a ouvert le score tout logiquement. Et puis tout a basculé en deuxième mi-temps parce que l'amicale a mis de l'impact. Et alors que, je peux dire, moi, je n'ai pas pour habitude de parler d'arbitrage, mais je crois que ce soir, en deuxième mi-temps, ils ont un peu perdu les pédales. Donc, ça a permis à l'amicale de penser à revenir dans le match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes. Donc, du coup, on prend un but, une égalisation, donc c'était un super but. Ensuite, un penalty qui, à mon avis, ça, c'est la peur de l'arbitrage qui fait qu'il est obligé de siffler un penalty qu'il n'y est pas. Bon, après l'abnégation, l'envie de mes joueurs, jusqu'à la fin, on y a cru jusqu'au bout pour au moins arracher l'égalisation. On a une équipe très jeune, donc qui a la volonté de bien faire. Je l'ai dit ce soir, ils ont une feuille blanche en main. À charge pour découvrir une histoire pour l'amicale. Donc je pense qu'ils ont été dans cet objectif-là. On a couru à la victoire, elle était toute proche. Malheureusement, l'Étoile a joué son va-tout aussi. Avec Jean-Luc, on a tenté de casser le jeu à la fin pour gagner quelques secondes. Malheureusement, l'arbitre ne nous a pas permis de faire ce changement-là. Et puis sous le coup, on prend le but égalisateur. Donc c'est dommage, très compliqué. Je pense que les joueurs, ils ont beaucoup de mérite. Les deux équipes-là, beaucoup de mérite pour jouer sur ce terrain. Malheureusement, c'est notre quotidien. On est obligé de faire avec. Mais je pense vraiment qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. La municipalité fait le job, il faut que les terrains soient plus entretenus, quoi. Enfin, la première mi-temps, je suis satisfait de la première mi-temps parce qu'on a beaucoup joué, techniquement on était supérieur, mais en deuxième mi-temps on ne pouvait pas jouer. On a essayé de faire ce qu'il fallait, mais c'était compliqué. Vous avez vu le terrain, pour moi c'est un terrain indigne
de jouer en Régional 1. C'est impossible. Avant le match, on a enlevé un bout de fer de près de 30 cm dans le terrain et certainement de clous. Donc je dis que non. Et là, ça a l'avantage de l'amicale, ce genre de situation. Nous, on travaille tous les jours pour essayer de produire, pour essayer de mettre en place certaines choses. Eh bien, quand c'est compliqué comme ça, on est obligé de s'adapter. Et ce soir, on s'est adapté. On a trouvé l'égalisation. Tant mieux pour nous. Voilà. Et c'est la fin de cette rencontre qui renvoie les deux formations au vestiaire avec ce score de parité de 2 buts partout. Mais on a assisté quand même à une rencontre exceptionnelle. C'est vrai que le terrain de Maraganan n'est pas en bon état, parti en Vijon-Lay. Alors, on revient à notre proverbe du jour avant de reciter nos invités de la journée. Alors, j'ai crevé, pas qu'à empêcher qu'on continue de vous mettre sous tout ça là. Oui. Oui. Face aux difficultés de la vie, il ne faut pas se laisser désarçonner, il faut savoir se dépasser. Voilà. On a reçu en début de journal Alain Richardson, puisque vous savez que le vent a tourné à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Daniel Gibbs a perdu les élections et c'est l'équipe de Louis Winsington, accompagnée d'Alain Richardson, qui a remporté ces élections avec une participation de plus de 52%. Jean-Marc Rabat-Ounari, chef d'antenne de la radio Saint-Martin, nous a expliqué aussi le poids des médias et des réseaux sociaux dans cette élection. Et puis nous avons reçu, elle est encore avec nous, Vanessa Varane, qui est présidente de l'association Campec, pour le challenge des Outre-mer qui va commencer le 30 avec des rendez-vous le 31 mars, notamment au MAC. Et le deuxième rendez-vous, c'est à l'UN. Alors, le MAC, c'est le 31 mars. À 16h. À 16h pour la conférence grand public. Et après, donc, nous avons effectivement le repas solidaire, donc le samedi 2 avril. Et on a lancé un appel au 82 56 17 si vous avez des produits du jardin, pas nécessaire, pas portez-yo et ça crée des yo en pile. Et puis il y a notre rendez-vous. Alors effectivement, tout le monde sait qu'on attend tous le petit cocktail à la fin de la conférence, mais il y a aussi une conférence qui aura lieu donc le lundi 4 avril, mais qui est elle dédiée en fait aux apprenants, donc au lycée hôtelier du Gosier. Et on rappelle quand même que ce challenge a pour but aussi de mettre en valeur notre cuisine. Et c'est un challenge qui sera décliné en Martinique et en Guyane, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est un événement ultramarin. Donc là, le premier volet se fait ici en Guadeloupe, mais nous aurons effectivement d'autres temps forts, donc sur d'autres territoires. Et ça a pour but de mettre en avant la culture par le volet de la gastronomie. Bien. Et puis on a reçu, comme chaque lundi, Jean-Luc Divial pour la chronique d'Amisso. Cette fois-ci, il a décliné un petit peu le carnaval important de la Guadeloupe, montrer que ce carnaval guadeloupéen n'est pas unique, puisque dans les différentes îles de la Caraïbe, que ce soit en Martinique, que ce soit Santo Domingo, à Cuba, on retrouve à peu près les mêmes tendances qui viennent toutes ce carnaval. C'est bien ça, Jean-Luc, viennent d'origine africaine. Oui, ce sont des caractères cryptoculturels qui persistent. C'est comme la mémoire, c'est comme l'ADN, c'est indélébile. Et donc, c'est toujours sur ces éléments qui sont des éléments de civilisation et de spiritualité ancestrale que se déroule et que s'articule le carnaval. Sauf que nous avons perdu la spiritualité. On a perdu la lecture, mais on peut la retrouver, heureusement, parce qu'on a des textes, heureusement, on a des textes de nos ancêtres, on a aussi la possibilité d'interroger, c'est un travail de collecte, on peut retrouver, on peut comprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 13h44, on a attendu Raphaël Nicole, on devait parler avec lui de son roman Coup de foudre pour la Lune. On ne sait pas, il perd un chimère, il est perdu sur la Lune. En tout cas, on va peut-être essayer de le recontacter et de le réinviter pour parler de ce roman qui est intéressant du point de vue, j'ai envie de dire, sociologique, du point de vue de l'écriture, puis du point de vue, c'est un roman très très moderne dans son écriture. Nous y reviendrons. La réalisation a été assurée par Yann avec Sandy, sinon on se retrouve demain pour une nouvelle édition du ZCL News à partir de 12h30. Merci. S'ils n'ont pas envie de manger, allez là, ça, bon appétit quand même, mais on part quoi. Allez, à demain.
Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, brasseur, moi, tu as... À part là, on y l'embé. Depuis tout petit, votre maman, on y l'embé, on s'en It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.